Madame et Monsieur, Madame et Monsieur les représentants du Haut-Commissaire, Madame la représentante du Président du Gouvernement, Madame la vice-présidente du Gouvernement, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents des assemblées de province, Monsieur le Président du CESE, Madame la Présidente de l'Assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les élus et membres des collectivités, Monsieur le représentant de la CPS, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du CRESICA, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Donc une nouvelle fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans l'amphi 250 du campus de Nouville pour le public présent. La bienvenue également pour les un peu plus de 60 personnes qui sont connectées et qui suivent cette séquence à distance, y compris depuis le campus de Bako, de Wallis et Futuna ou du Vanuatu. Je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui et c'est une occasion bien spéciale et émouvante aussi, puisque c'est ma première entrée en tant que présidente de cette université. Je tiens à remercier tous les invités qui sont parmi nous aujourd'hui, en soulignant la participation de nombreuses personnalités et partenaires qui marquent ainsi leur attachement à l'enseignement supérieur et à la recherche. Merci pour votre présence. Un grand merci également à tous les personnels de l'université qui sont là aujourd'hui. Chers collègues, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. J'ai tenu à organiser cette séquence de rentrée, baptisée rentrée solennelle, car je pense que ce genre de cérémonie peut nous aider à consolider notre communauté universitaire et à impliquer davantage encore nos partenaires et les décideurs dans la vie de notre université. Mais ne vous attendez pas à entendre aujourd'hui une conférence magistrale d'un ancien étudiant devenu ministre. Nous ne sommes pas non plus en toge, comme le veut la tradition des rentrées solennelles, et cela ne durera pas non plus de 3 heures, je vous le promets. Ce rendez-vous, donc, auquel enseignants, chercheurs, personnels, partenaires, étudiants participent et qui deviendra, je l'espère, un temps fort de la vie de notre institution, est un moment d'échange et de partage d'informations que j'animerai avec l'équipe de gouvernance de l'université. Nous vous présenterons les projets, les grands chantiers sur lesquels nous allons ensemble travailler cette année. Mais avant d'entrer dans cette présentation, j'ai tenu à mettre à l'honneur, à l'occasion de cette rentrée, nos étudiantes et étudiants qui ont été diplômés en 2021. Ils sont près de 600 diplômés de l'université, diplômés de DAU, capacité en droit, DU, diplôme universitaire, de DOST, de DUT, de licence, de master, de doctorat ou encore de l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches. L'occasion de rappeler que l'UNC dispense près de 50 formations et a accueilli en 2021 sur ses différents campus plus de 3800 étudiants. Donc vous le comprendrez, 600 diplômés c'est beaucoup. Et les mettre chacun individuellement à l'honneur aujourd'hui serait très long, il ne tiendra pas dans le timing que je vous ai promis. Cependant, les remises de diplômes sont des moments très forts pour les étudiants, pour leurs familles, pour leurs proches. Et bien que cela ne fasse pas forcément partie de la culture universitaire, dans toutes nos disciplines, j'encourage vraiment tous les départements à le faire, car c'est un rituel marquant, fédérateur et générant un sentiment d'appartenance. Pour l'heure, j'ai choisi de mettre à l'honneur 13 d'entre eux, les 13 étudiantes et étudiants qui ont obtenu en 2021 leur doctorat. Je rappelle que l'école doctorale du Pacifique accueillera cette année encore une 50aine de doctorants à l'UNC et presque autant à l'Université de la Polynésie française, puisque comme vous le savez, nous avons une école doctorale commune pour nos deux universités. Les doctorantes et doctorants, non encore diplômés, seront cette année eux aussi encore mis à l'honneur, à l'occasion de plusieurs événements. La rentrée des doctorants en mars, la soirée Ma thèse en 180 secondes, qui est maintenant devenue un événement populaire, sans doute en avril, les doctoriales en août, qui nous permettront de découvrir leur sujet de recherche, et la nuit de la science, comme chaque année en novembre. Le doctorat est une démarche longue, courageuse, coûteuse. Nous espérons que cette année aboutira la réforme des bourses de financement des thèses vers des contrats doctoraux. Nous y travaillerons. Rappelons également que la réforme fiscale récente, le CIRI, facilitant l'embauche d'un doctorant en bourse CIFRE,
Et je l'espère, le développement de partenariats via la fondation universitaire permettront à plus de jeunes encore d'accéder à des financements pour préparer un doctorat. Mais dans l'immédiat, pour récompenser ces 13 nouveaux docteurs diplômés en 2021, je vais laisser la place à Jean-Marc Boyer, directeur de l'École doctorale du Pacifique, également ancien président de notre université et plus récemment vice-président en charge de la recherche. J'aimerais aussi saluer ici toute l'équipe support de l'école doctorale, la DARED, la Direction d'appui à la recherche, au rayonnement et à l'école doctorale, une équipe dynamique dirigée avec brio par Anne Rouault. Jean-Marc, je te laisse la parole. Je reviendrai. Merci Madame la Présidente. Alors, que je mette mes petites lunettes. Donc, quelques mots pour nos diplômés de cette année, et particulièrement pour ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Donc, chère Amélie Chang, ma chère cousine, cher Hugo Lassos, cher Thomas Hu, cher Lise Leroy, cher Malik Wedin. Ce vendredi après-midi n'est pas vraiment un vendredi après-midi comme les autres. Vous vous en souviendrez certainement longtemps. D'abord parce que c'est une première que l'on doit et que vous devez à notre présidente, Catherine Riss, qui a instauré ce moment particulier de mise à l'honneur des étudiants lauréats et de leurs familles à l'IUT, qu'elle a dirigé ces 5 dernières années, et a souhaité donc faire de même avec vous, chers docteurs et docteurs, docteureux et docteurs, puisqu'il y a donc 2 femmes et 3 hommes. Vous vous en souviendrez également longtemps ensuite, parce qu'au nom de notre institution, je vais peut-être enlever ça, non, ça sera plus clair. Au nom de votre institution, je vais vous remettre le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur auquel vous pouvez prétendre. Ce diplôme couronne un parcours d'au moins 8 années après le baccalauréat. Témoignage de votre engagement, de votre endurance. Nombre de vos collègues ont démarré des études avec vous, ils ont fait de belles études, mais souvent moins longues. Également, un engagement, un témoignage très souvent lié à la passion, durant notamment les années doctorales. Parce que de la passion, il en faut durant ces années-là, car c'est un véritable parcours initiatique. Tous ceux qui sont passés par là le savent. Un parcours initiatique opérant avec ses joies, ses doutes, le partage, souvent, la solitude, parfois, une conversion du regard de l'étudiant-chercheur et cherchant que vous êtes au départ, à l'universitaire naissant que vous êtes devenu. C'est la magie du temps long, de la formation à la recherche et par la recherche. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier vos directeurs de thèse pour la responsabilité qu'ils prennent. Certes, c'est leur métier, ça fait partie de leur métier, mais ils vous accompagnent pour faire de vous et avec vous celle et celui que vous êtes aujourd'hui. Donc vous avez développé durant ces années de thèse une palette de compétences et d'aptitudes intellectuelles et personnelles. Vous avez du talent et de l'énergie. Vous avez appris le travail et la persévérance. Vous êtes donc armé pour construire votre futur. L'après-thèse n'est pas une voie toute tracée. Il faut en être conscient, sans pour autant céder à l'inquiétude. Certains d'entre vous souhaiteront poursuivre dans la recherche. Ils pourront par exemple chercher à faire un post-doctorat. D'autres souhaiteront mettre leur expertise au service du monde socio-économique ou encore des collectivités et de la société civile. Chacun, finalement, construira progressivement sa propre voie. J'évoque ce point pour que vous abordiez cette période post-doctorale avec confiance. Cette confiance qui autorise les expériences.
Par exemple, pour ma part, après ma thèse, j'ai travaillé chez un opérateur de liaison satellite. J'ai été maître auxiliaire dans le secondaire, monsieur le vice-recteur, ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait de la formation pour adultes. J'ai été à terre à l'université. Et finalement, 6 ans après mon doctorat, j'ai intégré l'université de la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est réunis, vous êtes fiers de vous, vos familles et vos amis le sont également, nous le sommes tout autant. Et nous tous, ici réunis, nous le serons également demain de vous. Nous vous souhaitons donc réussite et accomplissement dans votre futur itinéraire professionnel. J'ai dit, Madame la Présidente, concernant ce petit propos introductif avant de faire venir donc nos lauréats ici pour signer leur diplôme et le récupérer. Merci Jean-Marc. Donc, je vais procéder par ordre alphabétique. Donc, je vais appeler Madame Amélie Cheng. Voilà, Amélie, tu signes le diplôme ici avec le petit stylo. Normalement, il y a un petit présent qui vous est offert également. Ah, c'est là, pardon. Donc là, non, toi, tu signes là. Toi, tu signes. Le titulaire. Ah oui, c'est là, pardon. C'est là. Thomas était parti pour signer ton diplôme. C'est de ma faute. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau de l'école doctorale du Pacifique. Voilà. Donc je salue la présence de mon collègue qui pendant quasiment 8 ans a présidé à sa destinée, le professeur Yves Le Tourneur, qui est en haut de l'amphithéâtre. D'ailleurs, vous avez beaucoup plus eu affaire à lui qu'à moi. Donc voilà, Amélie. Et... Non, tu peux pas me faire la bise, le cœur y est. Donc voilà. Merci. Donc en respectant l'ordre alphabétique, Thomas U. Mon cher Thomas, voilà. Tu signes ici et tu deviens donc titulaire là, de ton diplôme. Voilà. Même l'université t'offre un stylo. Hein, voilà. Et voilà. Et le même petit présent symbolique pour marquer donc cet événement de l'obtention de ton diplôme. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Avec Jean-Marc. Merci. C'est dommage, la photo sera gâchée, je suis dessus. Hein, bien, alors, continuons dans l'ordre alphabétique. Hugo Lassos. Cher Hugo, voilà. Non, il faut, oui, voilà. Bien. Félicitations. Merci. Hein, voilà, une belle réussite. Merci. Une gueule de conseil. Allez, vas-y. Oh, ça s'entend là ce que je dis. Bien, Madame Lise Leroy. Félicitations, Lise. Merci. Moi aussi, s'il vous plaît. Ah oui, comme ça. Désolé. C'est la lumière à la lumière. Il y a la lumière, mais... Je prends, hein. Oui, excuse-moi. Merci. Bien. Donc, notre dernier docteur pas de l'année, parce que c'est l'un des premiers, hein, en avril, Malik Wedin, qui a été également...
qui a été également pendant des années le représentant des docteurs donc, à l'école doctorale. Voilà, mon cher Malik, donc tu signes là, ici, le titulaire, c'est toi. Voilà. Et ton diplôme. Je vais peut-être garder mon Merci. Merci. Voilà. Merci. Madame la Présidente, Merci la remise beaucoup, Jean-Marc. des diplômes est terminée. Merci beaucoup Jean-Marc pour ton intervention et également d'avoir accepté de prendre le relais et d'être maintenant à la direction de cette école doctorale. Donc quel plaisir de mettre à l'honneur ces docteurs à l'occasion de cette rentrée. Vous êtes très méritants, encore un grand bravo, félicitations à vous pour le parcours accompli. Avant que nous vous présentions les projets sur lesquels nous serons engagés en 2022, laissez-moi revenir sur 2021 et rappeler les moments forts de cette année. Qui pour notre communauté, mais je crois en fait pour l'ensemble de la planète, a été une année bien longue et bien difficile. Donc on commence par un petit coup d'œil sur 2021 et pour commencer, je ne vais pas égrener l'ensemble des dates qui ont marqué le calendrier, rassurez-vous, ce sera bien trop long, mais j'ai tout de même choisi d'évoquer avec vous quelques jalons importants qui ont été franchis l'année dernière. Alors pour commencer, en 2021, la chose la plus importante qui soit passée dans cette université est bien sûr mon élection. Alors, plus sérieusement, effectivement, en 2021, Gaël Lagadec a achevé son 2e mandat à la présidence de notre université. Il en a ainsi été président pendant 8 ans, la plus longue présidence à la tête de l'établissement. Et ces 2 mandats ont clairement marqué l'histoire de l'université avec des développements majeurs. Il a notamment porté la création de l'IUT, du consortium de recherche Cressica, du réseau des universités du Pacifique insulaire, le CURN, des presses universitaires, de la fondation universitaire, du pôle étudiant-entrepreneur Pépite, de notre école universitaire de management l'IAE. Il a été à l'origine de la mise en place de la réforme des licences, le TREC, et surtout de la création du Centre de recherche et de pédagogie innovante Sigma et bien sûr du campus de Baco. Ce n'est qu'un aperçu de ces 8 années à la tête de l'université et bien entendu, tout cela, il a pu le réaliser avec vous, personnel et partenaires de l'université. Tout au long de ces années, la tâche a été difficile, le planning très chargé et votre mobilisation a été remarquable. Mais j'en suis sûre, Gaël n'aura pas réussi à vous épuiser et je sais que vous êtes encore là pour porter avec nous le projet de la nouvelle équipe. Donc, en août 2021, Gaël et son équipe de gouvernance nous ont passé le flambeau, à moi et à mon équipe. Et je profite de cette occasion pour vous présenter les vice-présidents, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore. Ils interviendront chacun tout à l'heure. Cyril Marchand, professeur des universités, géochimiste, premier vice-président du conseil d'administration en charge des partenariats, du transfert, de la valorisation et de l'innovation. Samuel Gorouna, maître de conférence en économie, 2e vice-président du conseil d'administration, en charge du développement de l'université sur les campus de Baco, sur l'antenne universitaire de l'IFU et sur le territoire de Wallis et Futuna. Valérie Burté-Sarabigna, qui est avec nous en visio, maîtresse de conférence HDR en biochimie, vice-présidente du conseil académique en charge de la recherche et des relations internationales. Yvon Cavaloc, maître de conférence en biologie moléculaire et cellulaire, vice-président du conseil académique en charge des formations et de la vie étudiante. Et Mathilda Lelong, vice-présidente étudiante, inscrite en 3e année de licence en sciences de la vie et de la terre. Voilà donc notre nouvelle équipe de gouvernance, très motivée pour servir le développement de notre université, au bénéfice de nos étudiants, de la Nouvelle-Calédonie et du rayonnement universitaire. Nous voilà donc à peine installés en septembre et confinement. Et oui, entre autres faits marquants de l'année passée, 2021 aura été marqué par 2 confinements. Et notre infrastructure numérique et pédagogique a tenu. L'université a continué ses activités, notamment de formation, et a su basculer en distanciel très rapidement. Plus d'une centaine d'étudiants a été équipés par du prêt de matériel pour pouvoir suivre les cours à distance.
Pour ces périodes particulières, je veux remercier chaleureusement les équipes pédagogiques et notamment les vice-présidents CFVU. Pascal Pagan pour le premier confinement, puis Yvon Cavalov pour le second. Avec le soutien précieux de nos équipes support de la DEV, la Direction des études et de la vie étudiante, dirigée par Laurence Cosse, et de la cellule DUNE, chargée du développement des usages du numérique pour l'enseignement. Et bien sûr, de tous les collègues enseignants et enseignants-chercheurs qui ont dû faire preuve d'une grande adaptabilité et ingéniosité pédagogique pendant ces périodes bien particulières. Bien sûr, un remerciement particulier également à Brigitte Gustin, chargée de mission vie étudiante, pour toutes les opérations de solidarité qu'elle a organisées pour nos étudiants confinés sur le campus et même au-delà. Mais pour maintenir l'université en ordre de marche, nous avons pu compter sur la cellule de gestion de crise, animée par notre DGS, Laurence Despons, et composée notamment des directeurs de la COM, de la DEPIL, de la DEV, de la DNSI et de la DAGE. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre mobilisation pendant ces périodes très délicates. Grâce à votre engagement, notre plan de continuité des activités, notre plan de continuité pédagogique a été déployé rapidement et efficacement. Et à la suite du confinement, c'est une communauté de près de 4000 personnes, étudiants et personnels, qu'il a fallu accueillir avec des modalités nouvelles de distanciation, de contraintes sur les amphis, les salles, sur tous les lieux de vie. Car les campus sont bien sûr des lieux d'études, mais sont également des lieux où on va à la bibliothèque, où l'on pratique des activités sportives, culturelles, associatives, où l'on se restaure et où l'on habite. C'est donc toute cette vie de la communauté universitaire, pour les étudiants et pour les personnels, qu'il a fallu repenser. Nous avons installé sur les campus des centres de vaccination et des centres de dépistage. Je tiens à remercier donc également ici Marine Espiga, notre ingénieure HSE, pour son engagement lors de cette crise sanitaire. En 2021, c'est également le 22e Salon des études supérieures. Il est passé entre les gouttes, ou plutôt entre les confinements, et a donc pu être organisé. Il a connu un grand succès avec plus de 10 000 personnes, de 10 000 visiteurs sur les 2 jours. Suite à une réorganisation opérée en 2020, d'un commun accord avec le gouvernement et le vice-rectorat, c'est l'université qui porte maintenant l'organisation opérationnelle de cet événement et on assure en grande partie le financement. Pour assurer cette organisation lourde, l'UNC s'appuie notamment sur un prestataire privé, mais beaucoup sur ses équipes de la communication et de la DEPIL, que je remercie ici encore pour leur mobilisation sur cet événement majeur pour la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Merci donc à nos équipes d'organisation, mais aussi à Madame la membre du gouvernement en charge de l'enseignement, chère Isabelle, et à Monsieur le vice-recteur, Éric Rosaire, car c'est une belle organisation tripartite que ce Salon des études supérieures. En 2022, nous vous donnons déjà rendez-vous les 29 et 30 juillet. Il y aura sans doute un nouveau modèle à trouver pour l'organisation de cet événement, pour assurer notamment l'équilibre financier entre ces porteurs. 2021 a également vu l'ouverture d'un nouveau master à l'université. Un master international, premier master régional en sciences de la durabilité, parcours changement climatique et durabilité environnementale dans le Pacifique Sud. Il a été conçu avec des établissements du réseau régional des universités insulaires du Pacifique. 2021, ça a été aussi l'occasion pour l'UNC de renouer avec les visites ministérielles. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a tenu à passer un long moment à échanger avec les étudiantes et les étudiants. Les échanges furent riches, sincères et je pense constructifs. L'année 2021, ça a encore été le lancement de la phase d'ingénierie du projet Triade, un projet visant à créer un modèle d'innovation pour porter un système alimentaire durable en Nouvelle-Calédonie. Le projet est lauréat d'un financement pour l'innovation en Outre-mer dans le cadre du PIA, le plan d'investissement d'avenir, 3e génération, en partenariat avec la Caisse des dépôts. L'UNC porte ce projet pour le compte du CRESICA. C'est un projet qui fédère les acteurs des sphères académiques, institutionnelles et économiques. Nous travaillerons donc une grande partie de l'année 2022 encore à la finalisation de ce projet qui sera déposé en septembre. La fin de l'année 2021 a vu également l'élection de la nouvelle et première directrice de notre école universitaire de management, l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, avec l'arrivée de Virginie de Barnier, que je salue amicalement et à qui j'adresse mes encouragements et vœux de réussite. Créée en 2020 et affiliée au réseau IAE France, notre IAE porte déjà 2 masters,
un master MAE, Management des entreprises et des administrations, et un master MIAGE, Méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Tous deux ouverts à l'alternance, marquant ainsi le développement fort de l'alternance dans les formations universitaires, et ici spécifiquement à un niveau Bac+5. La mise en place de l'IAE n'aurait pas été possible sans l'engagement et l'action fondatrice du professeur Bernard Grand, que je remercie ici aussi tout particulièrement. Je veux aussi évoquer la direction de l'IUT, qui est aujourd'hui assurée par Sandrine Gravier, que je salue, et à qui j'adresse également mes encouragements et vœux de réussite pour cette année 2022, année dont on se souviendra car elle marque la mise en place du bachelor universitaire de technologie, le BUT, ce nouveau diplôme de niveau Bac+3 délivré par les IUT. 2021 a également vu le renouvellement de la direction de l'ESPE, devenu INSPE, l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation, où Stéphane Mainviel a remplacé Yannick Lérand, qui a dirigé cet institut pendant 10 ans et qui a maintenant pris la direction de la MDE. Merci Yannick pour ton engagement pour notre université et tous mes encouragements à Stéphane pour mener les réformes en cours à l'ASPE. Puisque je mentionne les renouvellements de direction de composantes, je souhaite également saluer Laïsa Roy, qui vient d'être élue tout récemment à la direction du département de droit, économie et gestion. Toutes mes félicitations et encouragements. Et je salue également Silver Bonabel, professeur de mathématiques, élu à la direction adjointe de l'ISEA, l'Institut des sciences exactes et appliquées, que je souhaite féliciter ici pour son très prestigieux titre de meilleur chercheur européen de moins de 40 ans dans les sciences de l'automatique. Merci et bravo Silver d'avoir placé l'UNC dans la liste prestigieuse des lauréats de ce prix. J'arrête là ce très retour sur les faits les plus marquants de 2021, année bien remplie et particulière en bien des points. Donc après ce bilan très synthétique de l'année 2021 et avant de tracer les quelques jalons et perspectives pour 2022, puis de céder la parole également à mes collègues, je voudrais aborder rapidement avec vous un point qui est pour moi important et qui porte sur le rôle que doit jouer l'université dans l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie. Cela fait partie de nos missions. L'université est un lieu d'échange, de rencontres, de débats. Et cela en vertu des libertés académiques qui caractérisent notre statut d'universitaire. Et je pense important de le rappeler ici, à un moment où, une nouvelle fois, l'université devra jouer son rôle dans cette période de transition qui s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais porter à vous cette citation attribuée à Voltaire, mais dont l'autrice est en réalité Évelyne Béatrice Hall. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire. » Et ce droit de le dire nous vient des plus hautes normes du droit français. Ce sont les libertés académiques. J'aimerais rappeler que ces libertés académiques sont issues d'une longue tradition. Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique en 1902 écrivait « La liberté est le privilège de l'esprit et la condition de la science. Cette liberté s'affirme d'une double manière. D'une part, elle vise à protéger l'universitaire des influences et autorités extérieures. Il s'agit de garantir sa liberté d'opinion et d'expression, indispensable à notre démocratie. D'autre part, elle assure entre les universitaires eux-mêmes un débat scientifique ouvert, où les différents points de vue concourent à faire progresser la connaissance dans un souci de vérité. Dans ces échanges, l'intégrité scientifique est pour tous un impératif. Ces règles répondent aux exigences constitutionnelles définies par le Conseil constitutionnel à partir de sa décision du 20 janvier 1984, qui qualifie l'indépendance des universitaires de principe fondamental reconnu par les lois de la République et juge que les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent dans l'intérêt même du service que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables. Mais découlent de ces libertés académiques des principes déontologiques qu'il est important de rappeler également. Ces principes reposent sur un esprit et sur une méthode. L'esprit se caractérise par la tolérance, l'ouverture au débat, l'acceptation du pluralisme, la bienveillance et le respect d'autrui.
Une approche scientifique suppose la transparence de la méthode, la rigueur des analyses, l'absence de préjugés, le souci de l'intégrité scientifique et la prévention des conflits d'intérêts. La liberté académique s'exerce en particulier dans le respect des personnes. Elle s'accompagne de l'évaluation par les pairs. En garantissant la qualité et l'effectivité des processus de critique par les pairs, le respect de ces principes distingue le débat scientifique d'un simple débat d'opinion. Le débat ouvert est une composante de la liberté académique. Ainsi, dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les différents arguments et positions doivent-ils pouvoir s'exprimer. Comme les travaux des enseignants-chercheurs, les rencontres et les débats sont ici organisés d'une manière respectueuse du pluralisme, des idées et des opinions, et dans le souci de l'intégrité scientifique. Nous nous devons donc d'assurer au sein de notre université ce pluralisme, cette diversité, cette neutralité, cette liberté des échanges et des débats. Et c'est bien cela qui fait la force des universités, ce qui en fait des lieux de débat, de production de la connaissance. Et c'est en cela que les universités contribuent au développement des territoires sur lesquels elles sont implantées. Je vous propose donc maintenant de nous tourner vers les grands événements et quelques-uns des grands chantiers que nous allons lancer cette année et qui nous occuperont pendant une partie de cette mandature. Donc le calendrier événementiel de l'UNC en 2022 est comme chaque année très chargé. Et outre les événements mettant à l'honneur nos chercheurs et nos docteurs, nos doctorants plutôt, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, je vais vous citer ici quelques dates à réserver sur vos agendas. Tout d'abord, une journée qui nous mettra à l'honneur, qui mettra l'université, ses étudiants, ses personnels à l'honneur dans les médias. Ce sera la journée du 24 mars, où UNC La Première sera sur le campus toute la journée pour des sujets télé, radio et web. Un peu plus tôt dans l'année, comme chaque année depuis maintenant presque 10 ans, nous organisons des événements autour de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, en partenariat avec le Consulat général d'Australie et avec la Ligue calédonienne d'athlétisme, nous proposerons un événement particulier sous la forme d'un ciné-débat autour du film documentaire sur la trajectoire exceptionnelle de l'athlète australienne Cathy Freeman, suivi de témoignages et d'échanges avec des sportifs olympiques calédoniens. Nous mettrons également à l'honneur nos autrices qui ont récemment publié dans les presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Comme tous nos événements, ces événements seront ouverts au grand public et je vous encourage à venir partager ces moments qui seront, à n'en pas douter, très inspirants. Je profite de ce sujet pour saluer Sylvian Raffarartig, notre directeur de la communication, qui a non seulement soutenu très activement l'organisation de tous ces événements, mais qui s'est lui aussi personnellement engagé dans cette cause à plusieurs reprises, et notamment lors de notre dernier événement de réseautage au féminin l'année dernière, en nous livrant un témoignage en faveur de la valorisation de la paternité et du travail d'équipe dans le couple. Autre événement marquant en faveur de l'égalité, la création d'un nouveau dispositif pour accompagner les victimes de violences. Nous ouvrons en 2022, avec la MDE, un logement sur le campus qui permettra d'héberger en urgence les victimes de violences. Le lancement de ce projet bénéficie d'un financement du MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et j'espère que nous pourrons pérenniser ce dispositif grâce au partenariat que nous pourrons lier cette année. Car, je le répète, il est de notre mission de contribuer à la réussite de chaque étudiante, de chaque étudiant, de la réussite de leur vie d'étudiant, non seulement sur le plan académique, mais également sur le plan humain, en leur donnant les chances de pouvoir s'épanouir, les opportunités d'ouverture au monde et en les appelant à devenir des acteurs du monde contemporain, en les sensibilisant et en les formant aux grands enjeux de notre société. Cela passe aussi par une riche programmation de conférences, de débats, projections, d'événements culturels. Et cette année, 3 thématiques seront particulièrement mises à l'honneur. Tout d'abord, la première est historique, avec le 40e anniversaire de la présence américaine en Nouvelle-Calédonie. Arrivés en 1942, les GI ont clairement chamboulé la vie des Calédoniens et propulsé le territoire dans une nouvelle dimension. 80 ans plus tard, nous proposerons à la communauté universitaire et au grand public une série d'événements avec ce fil rouge 1942
que nous déclinerons dans de nombreux domaines, à la fois au niveau de la formation, de la recherche, des publications et de la programmation événementielle. Deuxième thématique développée cette année, qui s'accorde avec le lancement de la décennie des langues autochtones décrétée par l'UNESCO. En effet, l'accord de Nouméa donne à l'université des missions particulières, en plus des missions statutaires, qui sont les mêmes que toutes les autres universités françaises. L'article que nous citons le plus souvent, l'article de l'accord de Nouméa que nous citons le plus souvent, est celui qui demande à l'université de répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Mais l'accord de Nouméa renferme également un autre article qui vise l'UNC et en particulier sa filière langue et culture océanienne. Et c'est dans ce cadre que nous célébrerons cette décennie des langues autochtones. Enfin, troisième thématique phare de l'année. L'année 2022 est également pour l'ONU l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable. Rappelons que l'université est pionnière dans ce domaine avec son master en sciences de la durabilité, déjà évoqué précédemment, qui est le premier du genre, habilité au niveau national avec celui de l'université de Pau. Et également une licence en sciences de l'environnement que nous avons ouvert en 2021 au Vanuatu, en partenariat avec l'université James Cook en Australie. C'est un axe fort que notre équipe entend bien évidemment prolonger au-delà de cette année et lors de notre mandature. Donc, au-delà de cette saison événementielle, il y a également des dossiers de fond qui vont être lancés cette année et que je souhaite évoquer ici brièvement avec vous, car elles nécessiteront un travail collaboratif, aussi bien avec les personnels au sein de l'université qu'avec l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Tout d'abord, nous travaillerons au déploiement et à l'adaptation des dispositifs de la loi de programmation de la recherche de décembre 2020. Cette réforme visant à renforcer le système d'enseignement supérieur et de recherche français à horizon de 2030 porte diverses dispositions concernant notamment le financement et l'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Elle poursuit 3 ambitions principales: mieux financer et évaluer la recherche publique, améliorer l'attractivité des métiers de la recherche et replacer la science dans une relation ouverte avec l'ensemble de la société. Cette loi ouvre des opportunités en termes de financement par appel à projet, mais elle porte également de profondes réformes concernant les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, portant de nouveaux dispositifs de recrutement, de mission, une réforme du système indemnitaire et des primes, sur lesquels nous allons donc travailler cette année. Et cela sera notamment possible grâce au soutien que nous a accordé en fin d'année dernière notre ministère de tutelle, le MESRI, notamment pour consolider notre développement sur le campus de Baco. Et je remercie ici tout particulièrement Monsieur le Haut-Commissaire et Monsieur le Secrétaire Général du Haut-Commissariat pour le soutien qu'ils ont pu apporter, le relais qu'ils ont pu assurer auprès de notre tutelle pour soutenir les projets de l'établissement. Autre échéance importante pour notre établissement, nous arrivons en 2022 au moment de l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERS, qui est l'autorité administrative nationale indépendante chargée de l'évaluation des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Nous travaillerons donc cette année sur notre auto-évaluation, celle de nos formations, de nos unités de recherche et de la politique de site qui a été portée par l'établissement. C'est un moment important pour notre communauté, mais également nos partenaires qui seront mobilisés et impliqués dans ce processus d'auto-évaluation d'une part, mais ensuite également de réflexion et de construction du nouveau projet qui nous engagera sur la période 2024-2029. C'est une occasion de repenser les choses, de repositionner l'université dans son environnement, en Nouvelle-Calédonie, mais également au niveau régional. Et bien sûr, je compte sur la contribution de chacune et de chacun d'entre vous pour mener ces réflexions. Les rapports d'auto-évaluation seront à finaliser pour le milieu de cette année. La mission d'évaluation constituée d'experts sera sur site pour sa visite en mai 2023. Ce travail de projection de ce qu'est ou ce que sera l'université, du rôle que jouera l'enseignement supérieur et la recherche pour le développement du pays, nous les mènerons collectivement également dans le cadre des travaux de l'appel à projet Excellence. En effet, dans les réflexions que nous débuterons pour le nouveau projet d'établissement, nous aurons à nous projeter à horizon de 10 ans.
C'est également le travail que nous ferons pour préparer le dossier de candidature à l'appel à projet Excellence dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. En effet, forte des appels à projets déjà remportés dans le cadre du PIA, pour rappel, le projet TREC de la réforme des licences, doté de 720 millions de francs sur 10 ans, le projet phare pour l'hybridation des apprentissages au service de la réussite étudiante, doté de 120 millions de francs, et l'université numérique de Wallis et Futuna, à laquelle nous avons contribué, dotée de 33 millions de francs. Donc, l'université forte de ces appels à projets déjà remportés s'engagera en 2022 dans un nouvel appel à projets du 4e programme d'investissement d'avenir dénommé Excellence. Nous entrerons en phase de réflexion et notre ambition est d'engager toute la communauté universitaire pour se projeter sur la vision du site à 10 ans. L'appel à projet, dont reparlera Cyril, offre en effet aux universités l'opportunité de bâtir un projet de transformation profonde, permettant de reconnaître et de valoriser notre propre chemin, notre spécificité, notre signature, et cela à l'échelle du site, mais que nous souhaitons également étendre à l'échelle régionale pour ancrer la Nouvelle-Calédonie dans son environnement du Pacifique Sud. C'est donc une belle opportunité qui nous sera donnée de définir ensemble notre vision à 10 ans de l'université et du CRESICA. Le CRESICA, justement, sera également au centre de l'attention cette année, puisqu'il nous faut travailler à un nouveau modèle pour pérenniser et porter sur une autre dimension le consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Après 7 années d'existence, le CRESICA s'est imposé comme l'institution centrale portant la recherche en Nouvelle-Calédonie. Il a pu apporter visibilité aux projets portés par les organismes de recherche, financement également, permettant de doter les organismes d'équipements de recherche structurants. Et je terminerai par un grand chantier de construction, celui-là, qui va débuter dans quelques mois sur le campus de Nouville, ici, la Vallée des Sciences, dans le prolongement du bâtiment Sigma, avec l'agrandissement du pôle Pépite pour l'entrepreneuriat étudiant et la construction du Vectopole en partenariat avec l'Institut Pasteur. Mais mes collègues vous en reparleront tout de suite. Je vais donc terminer cette longue intervention. Mais avant, je veux encore une fois remercier toutes les personnes qui ont pu venir assister aujourd'hui en présentiel à cette séquence, mais qui sont avec nous également en distanciel. Et plus particulièrement la communauté universitaire, la communauté de l'UNC, tous les personnels qui font vivre chaque jour notre université, mais également nos partenaires, publics et privés, qui nous font confiance, les institutions qui nous soutiennent, bien évidemment l'État qui nous finance presque intégralement, la communauté des alumni, nos anciens diplômés, nos collègues et partenaires du CRESICA, et un petit clin d'œil, encore une fois, à nos collègues de BACO. On ne vous oublie pas. Et je vous souhaite à tous et à tous une excellente rentrée 2022. Et je passe maintenant la parole à mes collègues vice-présidentes et vice-présidents. Je vous remercie. L'avantage de parler, c'est qu'on peut se retirer le masque. On a cet avantage. Donc bonjour à tous, je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est un grand plaisir de me présenter devant vous en ce jour de rentrée solennelle. Rentrée du personnel, qui préfigure au grand déferlement des vagues d'étudiants qui vont venir remplir le campus à partir de lundi prochain, car c'est bien pour eux que nous développons tout notre trésor d'ingéniosité pour les motiver, éveiller la curiosité et les préparer au mieux, bien évidemment, à l'avenir qui les attend. Personnellement, moi, j'ai rejoint l'université il y a une quinzaine d'années et j'ai pu constater la métamorphose de ce campus depuis 15 ans, avec la création des amphithéâtres, de la restauration universitaire, le plateau sportif, la bibliothèque, les résidences universitaires, le bâtiment LLSH, maintenant l'IUT, le bâtiment Sigma, qui sont autant de briques qui ont construit à la construction de ce très bel outil que nous utilisons. Alors, comme Madame la Présidente vous l'a précisé et vous l'a indiqué tout à l'heure, l'Université de la Calédonie, c'est plus de 40 formations maintenant qui sont proposées à plus de 3800 étudiants, des chiffres qui grossissent chaque année. On fera le bilan des inscriptions cette année. Des formations qui sont proposées depuis le niveau baccalauréat, avec le DAU, qui est une véritable opportunité aussi pour les adultes qui souhaitent remettre le pied à l'étrier et reprendre les études. Et également pour tous ces étudiants, plus de 600 étudiants diplômés l'année dernière. On espère que ce chiffre
continuera à grandir. Alors, Madame la Présidente, vous avez indiqué que l'événement le plus important pour l'année 2021 était son élection, ce que moi je conçois parfaitement, bien évidemment. Dans ces cas-là, je prendrai la deuxième place et ma nomination à la vice-présidence, si vous me permettez. C'est ta place. Je m'en souviens, c'était le 3 septembre, et le 6, nous apprenions la circulation active du virus et le confinement général de toute la population calédonienne. Je peux vous avouer que j'aurais préféré une meilleure entrée en matière pour la prise de fonction. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de constater, si j'avais besoin de me le prouver ou d'en avoir les preuves, en tout cas, l'extraordinaire faculté d'adaptation de la communauté enseignante et avec le soutien, bien évidemment, des équipes support pour pouvoir faire face à cette phase de confinement. Alors, moi, je suis ici pour vous parler aussi des grands chantiers qui nous attendent, et la crise sanitaire que nous traversons a notamment mis sur le dessus de la pile la nécessité de se pencher sur le développement des nouvelles approches pédagogiques, avec notamment l'utilisation des outils numériques. Le travail avait été déjà bien amorcé par Pascal Pagan, donc mon prédécesseur à cette fonction, qui également accompagne l'équipe d'une, donc pour le développement des usages du numérique, que je me dois de remercier vraiment au nom de tous pour l'aide et le soutien qu'ils nous ont apporté. Chacun ici reconnaîtra à quel point ils ont pu être efficaces, comment ils ont pu nous aider dans la formation, dans l'accompagnement et dans le soutien aux étudiants. Et certainement que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a pu faire pour tous ces étudiants. Alors maintenant, Teams, Zoom, Discord, Moodle n'ont plus aucun secret pour nous. Et ma grand-mère disait « à quelque chose, malheur est bon ». Et il est vrai que la situation sanitaire a un peu poussé dans le bain du numérique les enseignants, même les plus réfractaires. Et maintenant que nous sommes tous mouillés, profitons-en pour apprendre à nager. Ce n'est pas ma grand-mère qui le disait, c'était le maître nageur qui m'apprenait à nager le jour où il m'a jeté dans le grand bain. Alors le développement du numérique, c'est aussi un des engagements de notre équipe, et on se rend compte à quel point ça a pu être important, afin de rendre notre offre de formation aussi accessible au plus grand nombre. Ça nous permet effectivement de toucher des étudiants qui sont bloqués chez eux. On espère qu'ils seront de moins en moins bloqués, qu'ils pourront venir très facilement sur le site. Mais en tout cas, ça permet aussi de développer des formations sur des bien plus grandes distances et notamment de pouvoir travailler avec le campus de Bagot, de pouvoir donner des cours en simultané sur 2 sites, ce qui est vraiment une grande opportunité pour nous. Et, ce développement du numérique accompagne vraiment ceci. On a aussi pu le voir avec la mise en place de la licence donc, sciences du... j'allais dire sciences de la durabilité, mais non, ça c'est le master. La licence pour l'environnement qui a été menée conjointement avec l'Université nationale de Vanuatu, qui était un parfait exemple en partenariat avec l'université James Cook. La modernisation de cette offre de formation et son adaptation à notre public ont toujours été notre credo. Ça a été aussi dans ce but que la réforme TREC a été pensée et encouragée vivement par notre tutelle, puisque ce projet novateur a été lauréat de l'appel à projet Nouveau Cursus à l'université du PIA 3, financé par l'ANR pour une période de 10 ans, comme vous l'a indiqué Catherine. Pascal Pagan, encore lui, grand pilote du projet, nous aura fait suer sang et eau, c'est vrai, pour accoucher de cette réforme, mais nous sommes tous vraiment très fortement investis. Pouvoir proposer toutes nos licences en 2 vitesses aura finalement été très vite compris par nos étudiants, je pense, qui ont massivement adopté ce format avec un engouement très fort pour la forme TREC 7, donc la forme la plus longue. Cette réforme aura eu pour gros avantage de pouvoir aligner notre calendrier austral sur le calendrier boréal, et donc de permettre et de faciliter les poursuites d'études qui se font très majoritairement vers la métropole pour la suite du master, la suite des études en master.
L'heure est maintenant venue de tirer un premier bilan de cette réforme, qui ne sera pas forcément simple, puisque forcément, en même temps que la mise en application de la réforme TREC, nous avons aussi connu des périodes de confinement. Mais en tout cas, il est de notre devoir d'en tirer tous les avantages et toutes les indications pour pouvoir rendre ce nouveau modèle encore plus efficient et attractif pour nos étudiants. Bien évidemment, tout en maintenant le niveau d'exigence qui est le nôtre et pour tous les savoirs fondamentaux que nous devrons aussi stimuler, toute la transversalité et l'esprit d'ouverture qui est le propre des formations universitaires. Des grands enjeux s'offrent à nous et nous aurons cette année à mettre en place aussi la certification des compétences transversales, puisque désormais pour obtenir leur diplôme, tous les étudiants inscrits en licence, en BUT, en licence professionnelle, devront passer une certification en langue étrangère. Alors, quitte à se lancer dans la certification, ne nous limitons pas aux langues et faisons le travail aussi pour d'autres domaines, notamment l'informatique, avec la mise en place de la certification PIX. L'objectif que nous devrons toujours bien évidemment avoir en ligne de mire est d'œuvrer pour faciliter également l'insertion professionnelle de nos diplômés. L'immersion professionnelle progressive par le développement des stages, la construction des projets professionnels, le PPP, projet personnel professionnel, généralisé et toutes les actions menées notamment par l'OFI, nouvellement créé et porté par Laurence Cardon-Cuff, qui ne ménage vraiment pas sa peine pour accompagner nos étudiants et que je salue ici, sont autant d'actions qu'il faudra encourager. Et sur le volet insertion professionnelle, la mise en place et l'activation des conseils de perfectionnement dans lesquels toutes nos formations avec la participation d'acteurs du monde socio-économique devront être notre guide pour faire évoluer notre offre de formation, pour pouvoir décerner une formation adaptée aux besoins réels de la Nouvelle-Calédonie, chose à laquelle nous nous attelons particulièrement. Comme Catherine vous l'a aussi dit, cette année sera pour nous une année très importante, une année charnière pour notre université, puisque nous allons devoir nous plier à l'exercice de l'évaluation du Haut Comité pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'HCERES. Les premières réunions de lancement ont eu lieu, pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs, pour le volet formation. Et comme vous pouvez le voir sur le calendrier qui vous est proposé, notre copie est attendue pour le 15 juin. Donc nous allons avoir un gros travail de remontée des données avant les rencontres avec les experts pour pouvoir, dès l'année prochaine, déployer notre nouveau projet pour pouvoir donc présenter notre nouvelle offre de formation qui devra être accréditée à partir de l'année 2024. Le travail attendu sera conséquent, bien évidemment, et nouveau pour pas mal d'entre nous, puisque nous allons devoir aussi réfléchir avec une autre façon de travailler, et notamment avec une approche par compétences qui devra être déployée dans toutes les formations universitaires. Cette future offre de formation devra s'inscrire dans le développement de nos campus. Nos collègues de l'IUT qui ont pu éviter la réforme TREC eh bien, n'auront pas eu de répit très longtemps puisqu'ils s'expriment dès cette année la mise en place des BUT, des bachelors universitaires de technologie, donc aussi gros chantier à maîtriser et à lancer. IUT qui a su rapidement trouver sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, tout comme le fera certainement le tout jeune IAE, ouvert en 2020 pour répondre aux besoins de formation en management de cadres calédoniens, comme le fait également l'INSPE depuis de nombreuses années pour la formation des enseignants de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux que nous mènerons seront aussi pour nous l'opportunité de décliner cette nouvelle offre en tenant compte bien évidemment des nouveaux enjeux de développement de la Nouvelle-Calédonie, développement géographique avec le renforcement d'une offre de formation adaptée sur le campus de Baco, notamment en sciences, et aussi le développement sociétal avec une offre de formation qui s'intéressera aux problématiques liées au développement durable, à la transition énergétique,
à la valorisation des savoirs traditionnels ou des changements sociétaux autour des problèmes de santé, notamment des problèmes de santé publique qui sont prégnants dans les îles du Pacifique. Nous sommes présents pour répondre à des besoins nouveaux, et c'est ainsi qu'en fin d'année, une réflexion a été initiée autour des métiers artistiques, domaine très peu couvert sur le territoire. Et le DU en médiation artistique et culturelle avec la spécialité savoir océanien qui est porté par le département lettres, langues et sciences humaines sera certainement la première pierre d'évolution en ce sens. Notre moteur, proposer une offre de formation adaptée au contexte local pour permettre une bonne insertion professionnelle de nos diplômés. La réussite de tous doit être notre fil conducteur et nous aurons pour nous appuyer une équipe de CEA particulièrement investie. Nous allons accueillir la première population d'étudiants issus de la réforme du baccalauréat et une attention toute particulière devra être portée pour la prise en charge de ces publics certainement beaucoup plus hétérogènes que ce que nous connaissions auparavant, avec certainement une nécessité de remédiation ou en tout cas de soutien dans certaines matières qui auront peut-être été peu ou pas traitées dans leur cursus dans le secondaire. Mais c'est toute notre force, être capable de proposer des parcours individualisés pour nos étudiants. Une université à taille humaine, c'est aussi l'avantage de notre structure. Je compte aussi très fortement pouvoir remettre au goût du jour, ça existait, ça s'est un peu éteint, le tutorat par les pairs. Et j'étais ravi lorsque Mathilda, qui peut-être en reparlera un peu, m'a indiqué qu'elle souhaitait s'investir avec une poignée d'étudiants pour le tutorat des sciences de la vie et de la terre dans un premier temps. Et j'espère que cette première graine germera et s'étoffera dans les autres filières, car je crois très fortement au bénéfice de ce soutien. L'université s'est donné une chance à tous nos étudiants de s'épanouir dans leur construction personnelle. Certains de nos étudiants ont des parcours de vie complexes et il convient de les épauler pour leur donner de réelles chances de réussite. Qu'ils soient porteurs de handicap, qu'ils aient besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins, ou quelle que soit leur situation personnelle, je souhaite qu'ils puissent tous trouver aide et soutien de notre part. Je sais pour cela pouvoir compter sur l'engagement sans faille de notre chargé de mission à la vie étudiante, Brigitte Gustin, et je citerai le programme Petit Campus, financé par la Fondation universitaire, qui permet d'accompagner nos étudiants qui doivent gérer à la fois des études et un enfant, et parfois plus, un bel exemple de coopération. Et bien évidemment, je me dois de citer le travail de la cellule d'accompagnement spécifique des étudiants et le travail de la direction des études et de la vie étudiante, en lien fort avec la maison de l'étudiant aussi, qui est un partenaire très important pour le soutien aux étudiants. L'aide aux étudiants, ça passe aussi par la simplification des démarches administratives. Un gros travail est en cours en ce sens. Et dès la rentrée de septembre, effet d'annonce déjà, pour la rentrée en master, nous pourrons proposer une inscription totalement dématérialisée et en espérant pouvoir proposer ce service aux étudiants et à leurs familles pour la rentrée 2023, si tout fonctionne. Comme je l'ai indiqué, nous serons toujours présents pour soutenir nos étudiants. Nous ne laisserons personne sur le bord de la route. J'ai évoqué quelques exemples, et ils sont nombreux, guidés par Brigitte Gustin, encore elle. Je souhaite aussi saluer les étudiants ambassadeurs qui s'investissent personnellement en donnant de leur temps pour guider les plus jeunes, porter fièrement les couleurs de l'université. C'est aussi grâce à eux, et évidemment aussi par les dons de nos mécènes, que nous avons pu mettre en place une épicerie solidaire où les étudiants peuvent faire des achats à prix plus que compétitif. C'est aussi grâce à eux et aux diverses associations étudiantes que nous pourrons proposer des activités et des événements spécifiques. L'engagement citoyen est reconnu et valorisé à l'université, car certes nos étudiants acquièrent des connaissances, mais leur intégration dans la cité est aussi très importante. Que ce soit à travers un mandat électif dans les conseils, pour l'indispensable, par des actions dans la vie associative ou autres, les compétences acquises
peuvent permettre de valider des crédits ECTS et sont donc comptabilisés dans l'obtention de leur diplôme, comme cela se fait dans beaucoup d'universités métropolitaines. Nous avons face à nous des trésors cachés qu'il convient de faire éclore. Nous encouragerons bien évidemment toutes les initiatives précédentes qui ont concouru à l'épanouissement de nos étudiants, comme les concours de talent, les concours d'éloquence, pour pouvoir les révéler. Mensana incorpore sano, quelques restes de latin il y a très longtemps. Je ne peux pas passer sous silence, bien évidemment, l'implication de nos 2 enseignants de sport auprès des étudiants. L'université a toujours encouragé la pratique sportive, le développement du plateau sportif avec ses infrastructures qui en font rêver plus d'un, en sont la preuve. Un gymnase avec le mur d'escalade, des terrains de beach volley, de beach soccer, salle de musculation et très bientôt des terrains de basket 3 contre 3, sont autant d'infrastructures qui sont offertes aux étudiants et qui peuvent pratiquer de nombreuses activités sportives de manière libre, intégrées à leur cursus ou sans oublier la pratique du sport en compétition. Ce qui me donne l'occasion de féliciter encore l'équipe de futsal de l'UNC, qui a brillamment été sacrée championne de Super League l'année passée, comme 2 fois auparavant. L'encadrement sportif par Benoît Montez et Éric Michala est aussi renforcé, il faut le saluer, par l'implication des étudiants moniteurs sportifs, statut qui leur permet d'exprimer leurs compétences d'encadrement et de coaching, encore un exemple d'engagement étudiant. Le sport est d'ailleurs proposé au personnel. Je dois confesser que j'ai un peu passé mon tour les années précédentes. Mais en tout cas, un grand merci aux collègues qui ont proposé sur la pause méridienne de pouvoir pratiquer un peu d'activité et qui ont également assuré le maintien d'une activité constante pendant la période de confinement. Ce qui me permet de revenir sur la communauté enseignante. J'ai parlé d'engagement étudiant, mais l'université fonctionne aussi parce qu'en plus de nos activités de recherche et d'enseignement, nous nous impliquons à différents niveaux dans énormément de tâches administratives ou autres. Il devient compliqué de s'y retrouver entre les charges administratives, la responsabilité pédagogique, le référentiel équivalent horaire, le fameux REH, qu'il va falloir toiletter en intégrant des nouvelles dispositions du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs qui est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Donc une de mes missions sera aussi de mener un groupe de travail, alors avis aux volontaires, pour nous pencher sur les moyens de pouvoir valoriser cet investissement et de le prendre en compte dans notre mode de fonctionnement. Et comme j'ai démarré avec le numérique, je terminerai avec le numérique pour rappeler, s'il était nécessaire de le faire, le fort engagement de l'équipe d'une, toujours prête à nous former sur les nouvelles pratiques et les usages du numérique et qui font une veille technologique très importante pour nous. Donc nous aurons aussi à relancer des ateliers thématiques, échanger sur nos pratiques dans un cadre convivial pour faire progresser notre activité d'enseignement. Enfin, avec les nouvelles pratiques pédagogiques liées à l'usage du numérique se pose bien évidemment la question liée à la propriété intellectuelle de nos supports, la diffusion incontrôlée éventuellement, en dehors du cadre universitaire, aussi à la valorisation de ce temps dans notre obligation de service. Et nous aurons à nous pencher rapidement sur ces questions pour pouvoir définir le modèle économique qui nous convient pour accompagner la production des contenus de formation autour de l'usage du numérique. Encore un groupe de travail, encore des volontaires à retrouver. Et je ne m'éterniserai pas davantage en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2022, en espérant que M. Corona et ses cousins nous laisseront un peu de répit. Je vous souhaite à tous une excellente année et je vous remercie. Merci. Donc quelques mots pour commencer sur les différentes équipes de recherche actuelles de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons d'une part des laboratoires de recherche qui peuvent être pour certains organisés sous forme d'UMR, donc pour les personnels et les personnes extérieures qui sont présentes, donc une UMR, ça veut dire unité mixte de recherche, ce sont des unités qui en fait associent d'une part des membres de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi
d'autres structures comme le CNRS ou l'IRD ou également d'autres universités parfois. L'Université de la Nouvelle-Calédonie participe à deux unités mixtes de recherche. D'une part, l'unité mixte Anthropie, qui s'intéresse aux problèmes d'écologie marine tropicale des océans Pacifique et des océans Indiens. Et nous avons deux de nos collègues biologistes marins qui sont impliqués dans cette UMR. Et puis, nous avons aussi une participation dans une autre UMR qui s'appelle Espace Dev, qui développe plutôt des recherches sur les dynamiques spatiales caractérisant les socio-écosystèmes. Et nous avons un collègue géographe, Pascal Dumas, qui vient de brillamment passer son HDR pendant ses vacances, pendant le mois de janvier. J'ai le plaisir de vous en donner la primeur. Ensuite, nous avons à l'UNC 5 équipes de recherche propres à l'UNC, qu'on appelle, pour se familiariser rapidement avec la terminologie du HCRES, dont vous avez beaucoup entendu parler jusqu'à présent, des unités de recherche. Et c'est l'ensemble de ces unités de recherche qui vont justement faire partie de l'évaluation cette année de l'HCRES. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces différentes équipes de recherche de l'UNC. Ce que je voulais vous préciser, c'est que les deux UMR, que sont Espace Dev et Anthropie, ne feront pas partie de la vague d'évaluation 2022 ayant été évaluée récemment. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le panorama de la recherche à l'Université de la Nouvelle-Calédonie s'étoffe également, comme vous l'a rappelé la présidente, d'une école doctorale, l'école doctorale du Pacifique, qui est commune avec l'Université de la Polynésie française et qui héberge une centaine d'étudiants en doctorat qui participent bien évidemment directement aux activités de recherche des deux universités. Cette évaluation par l'HCRES de l'école doctorale du Pacifique va principalement, cette fois-ci, pour la première fois, concerner l'offre de formation de l'école doctorale du Pacifique, c'est-à-dire, excusez-moi, non, diapositive précédente, c'est-à-dire les modules qui seront proposés aux doctorants. C'est pourquoi, dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, je n'en parlerai pas trop, et par ailleurs, l'école doctorale vous a déjà été présentée par mes collègues précédemment. Pour revenir brièvement sur la structure et les activités des 5 équipes de recherche, unités de recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, je tiens par commencer à vous indiquer que ce sont des unités de recherche qui sont très différentes les unes des autres en termes d'organisation d'une part, de taille d'autre part et de thématique. La première d'entre elles est l'ISEA, Institut des sciences exactes et appliquées, première sur la diapositive, bien sûr, qui regroupait au dernier bilan officiel de recensement en 2019 64 personnels, professeurs, maîtres de conférences, techniciens, ingénieurs, etc., mais 26 doctorantes et doctorants. Le laboratoire ISEA s'intéresse principalement, parce qu'il regroupe toutes les spécialités scientifiques de l'UNC, à des questions qui permettent d'explorer, de valoriser, de mieux comprendre un certain nombre de processus et de travailler sur la biodiversité et l'environnement en général en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, notamment. Il y a plusieurs axes de recherche dans ce laboratoire sur lesquels je ne reviendrai pas, qui sont indiqués sur cette diapositive. Le deuxième laboratoire, c'est le laboratoire d'analyse et de recherche juridique et économique, le LARGE, qui, vous le voyez, est de taille plus restreinte, 21 personnels au dernier recensement et une dizaine de doctorants, qui travaillent sur toutes les questions de diversité naturelle, culturelle, pluralisme juridique, émancipation juridique et économique de la Nouvelle-Calédonie. Troisième équipe, l'équipe du LIR, laboratoire interdisciplinaire de recherche et d'éducation, qui est rattaché à l'INSPE, une vingtaine de personnes attachées à cette équipe et quelques doctorants, qui travaillent sur des problématiques en sciences de l'éducation, innovation en éducation, des problématiques également de santé, santé et bien-être de la jeunesse en Océanie, et puis des analyses et des comparaisons des systèmes éducatifs et des politiques éducatives en Océanie.
puis 2 équipes dans le domaine des SHS, l'équipe TROCA pour Trajectoire d'Océanie, avec à peu près une demi-douzaine de personnes attachées à cette équipe et quelques doctorants, qui a pour thématique principale mémoire et identité et mutation et résilience dans la société en général. Et enfin, l'équipe ERALO pour mobilité, création, langue et idéologie en Océanie, qui est actuellement la plus petite équipe de recherche de l'UNC, avec 7 personnels et quelques doctorants rattachés à cette équipe en 2019. Langue qui travaille sur des problématiques de langue et diversité linguistique, idéologie et déconstruction des savoirs, création et médiation artistique et mobilité et enjeux contemporains. Et c'est dans le cadre de cette évaluation par le HCRES dont nous allons à laquelle nous allons être soumis cette année, c'est pour chacune de cette unité de recherche que nous allons établir et travailler ensemble à établir ce qu'on appelle des rapports d'auto-évaluation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, le premier des grands chantiers en termes de recherche pour l'UNC en 2022, comme dans les autres grands domaines et comme pour l'établissement dans son ensemble, ça va être évidemment l'évaluation par le HCRES de toutes les unités de recherche de l'UNC. Alors, pour les collègues qui seraient peut-être nouveaux ou pour nos étudiants et puis aussi pour les personnalités extérieures qui peut-être pourraient ne pas être familiers avec cet exercice, en quoi est-ce que ces bilans qu'on va faire de notre activité passée et la projection future de notre activité de recherche sont importants pour nous? Ce sont des étapes très importantes dans la vie d'une université et des unités de recherche qui la composent parce que nous allons, grâce au bilan que nous allons établir, avoir des avis extérieurs, objectifs et constructifs sur la qualité des travaux et des grandes orientations stratégiques qui sont prises par l'université en tant qu'établissement, mais aussi les déclinaisons plus spécifiques à l'intérieur de chaque laboratoire, sur la pertinence des axes thématiques et des développements qui sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs qui seront fixés, et puis aussi sur la lisibilité des travaux et leur rayonnement, tant au niveau national et international, et ça passe par la qualité des publications, la capacité des équipes à lever des fonds, etc. Et pour que nous puissions avoir l'avis d'experts récapituler sous ces différentes rubriques, eh bien, comme je vous le disais, nous allons établir pour chaque équipe, chaque unité de recherche, un rapport d'auto-évaluation dont nous avons une trame disponible en ligne et que nous allons remplir. Alors, pour faire ce travail, bien sûr, nous allons travailler avec toutes les directions de laboratoire et nous avons déjà un petit peu discuté, bien sûr, d'une méthode. L'idée, c'est que cette évaluation n'est pas la première que nous allons faire. Donc, on va partir du précédent rapport qui date de 2007 pour nos équipes. Pourquoi? Parce que ce que nous renvoie l'HCRES globalement lorsqu'il nous évalue, eh bien, il nous renvoie une liste de points forts, de ce qu'ont bien fait les équipes de recherche, de points faibles qu'il faudrait viser à améliorer. Et pour ce faire, ils nous font des recommandations. Donc là, l'idée, c'est de voir si nos équipes de recherche les ont bien suivies. Et puis, on essaye toujours de se conformer à respecter des indicateurs qu'on aurait pu mettre en évidence ensemble pour pouvoir suivre l'évolution de notre trajectoire recherche. On peut également, en discussion avec l'HCRES, choisir des points d'attention, leur dire, écoutez, nous voilà ce qu'on pense, on aimerait attirer votre attention sur tel ou tel point de notre politique de recherche pour telle équipe. Est-ce que vous pourriez nous conseiller dans cette dynamique-là? Donc, c'est vraiment quelque chose de constructif et d'important, et ce travail, on va le faire pour chaque unité de recherche de l'UNC. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et du coup, on pourrait se dire finalement, ça va être un travail assez facile puisque pour faire ces bilans d'auto-évaluation qui vont être le premier des gros chantiers de notre année 2022, il suffit de partir des bilans de 2016 et de répondre à ce qu'on a bien amplifié sur nos points forts, comment on a amélioré nos points faibles, etc. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a eu des modifications quand même profondes du paysage de la recherche en interne à l'UNC pendant la période du contrat qui est en train de s'achever. Si on repart de ce rapport de 2016, par exemple, ce que vous montre cette diapositive, c'est qu'en sciences, en 2016, eh bien, il n'y avait pas une seule équipe de recherche unique.
l'ISEA, dont je viens de vous parler, qui rassemble tous les champs scientifiques de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait 3 équipes de recherche, une plutôt en sciences du vivant et en chimie, une plutôt en géologie, chimie, physique, informatique, le PPME, et puis enfin, il y avait une 3e équipe, plus petite, les RIM, une équipe de mathématiques et informatique. Donc les bilans, on les a de manière individuelle pour ces 3 équipes, mais pour l'ISEA, l'Institut des sciences exactes et appliquées, qui est devenu, avec cette fusion des 3 équipes de sciences de l'UNC, le plus gros pôle de recherche scientifique français de la région Pacifique, eh bien, il s'agira d'un tout nouvel exercice pour l'ISEA, puisque ça sera sa première évaluation en tant qu'unité propre. Dans le département LLSH, en orange sur cette diapositive, nous avions en 2016 un laboratoire de recherche, le CNEP, le Centre des nouvelles études sur le Pacifique. Et finalement, durant la période 2017-2022, eh bien, ce CNEP a évolué. Et là, on n'a pas eu une fusion, on a plutôt eu une scission en 2 équipes qui sont TROCA, dont je viens de vous parler, et ERALO, qui peuvent être du coup en 2022 considérées comme ce qu'on appelle dans notre jargon d'évaluation des équipes émergentes, c'est-à-dire en cours de mutation et qui sont en train de se structurer autour de projets. Et pour ces 2 équipes-là encore, eh bien, le travail sera assez nouveau en tant qu'unité de recherche puisque ce sera leur première évaluation. Pour le LIR, le laboratoire rattaché à l'INSPE, en rose sur ma diapositive, cette équipe du LIR était considérée comme émergente, nouvellement créée, à la précédente évaluation en 2016. Il s'agira donc pour le LIR de montrer en 2022 le niveau de maturité que cette équipe a atteinte durant la période qui s'achève, puisque le LIR fera donc sa 2e évaluation. Et enfin, finalement, le laboratoire rattaché à tous les enseignants-chercheurs du département droit, économie et gestion, le LARGE, eh bien, sera le seul laboratoire qui, en tant que tel, n'aura pas évolué en termes de structure durant la période 2016-2022. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, comme je viens de vous le dire, pour ces différents laboratoires, les situations en termes d'auto-évaluation par l'HCRS vont être très différentes les uns par rapport aux autres et aussi par rapport à la précédente évaluation. Alors, il y a des points positifs, parce que je ne veux pas quand même que, notamment les directeurs de laboratoire aient peur avec cette diapositive. Nous ne partons pas de rien, c'est-à-dire qu'annuellement, tous les laboratoires établissent des bilans de recherche, puisque notamment pour attribuer des moyens de recherche, moyens attribués par l'UNC, on leur demande des bilans, donc on va partir de ces bilans. Et puis aussi et surtout, quelque chose qui était une drôle de bonne idée de mon prédécesseur Jean-Marc Boyer, c'est qu'il avait demandé aux équipes de recherche de l'UNC un bilan à mi-parcours de l'ensemble de leurs activités, donc on va aussi pouvoir partir de ces bilans établis en 2019. Et à partir de ces bilans, nous allons devoir vérifier la réalisation des acquis, se conformer autant que possible ou expliquer à l'HCRS pourquoi nous ne sommes pas forcément conformés à ces recommandations. Et ce que je voulais dire pour finir sur ce sujet à tous mes collègues de l'université, c'est que vous allez tous être fortement impliqués pour les dossiers d'auto-évaluation des unités de recherche sous le pilotage des directions de laboratoire dans la rédaction et dans l'établissement de ces bilans. Et je vous demanderai bien sûr de jouer le jeu et de répondre assez rapidement lorsque vos directions de laboratoire vous solliciteront parce que, comme vous l'a dit Yvon et comme vous l'a également dit la présidente, eh bien, le calendrier va être assez serré. On attend ces rapports pour le 15 juin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, à côté de ce HCRES, de cette évaluation, nous aurons d'autres chantiers importants en termes de recherche cette année. L'un des plus importants, ça va être, bien sûr, comme nous vous l'avons annoncé en fin d'année dernière, le lancement de la démarche des sciences ouvertes qui, du coup, va être adossée à une autre démarche qu'on appelle sciences et sociétés. Alors, pour les gens qui ne sont pas tout à fait familiers avec cette idée des sciences ouvertes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, le contexte. Il y a eu 2 actions fortes, une en 2018 et une en 2021. En octobre 2021, notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal, a déclaré « Je souhaite que la France devienne le leader dans le domaine de la science ouverte et atteigne 100% de publications scientifiques françaises en accès
ouvert. Et ceci fait suite et fait cohérence avec la politique qui avait été déclarée en juillet 2018 avec la publication du Plan national pour la science ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan national et qu'est-ce que c'est finalement de manière extrêmement simplifiée et rapide que la science ouverte? Eh bien, c'est de mettre à disposition les publications et les données, plus généralement, de la science, dans un souci de transparence, de cohérence, de lisibilité. Donc, l'idée, c'est de faciliter et d'encourager la diffusion sans entrave, que ces entraves soient des entraves d'ailleurs techniques ou parfois financières, des publications et des données de la recherche. Et ça, c'est devenu permis maintenant grâce à la mutation numérique majeure dont Yvon a beaucoup parlé, notamment, qui rend possible cette mise à disposition beaucoup plus facile des données de la science. L'idée ici également, qui n'est pas forcément affichée, mais qui est, de mon point de vue, assez importante, ce choix de la science ouverte, l'idée sous-jacente, c'est de se dire et d'affirmer qu'une recherche finalement qui est majoritairement financée par des fonds publics doit restituer le plus largement et le plus ouvertement possible en fait ses résultats et ses données au public. Donc, l'idée, c'est que ces politiques se mettent en place de manière progressive depuis plusieurs années en Europe et en France. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'au plus haut niveau, notamment national, bien sûr, mais aussi européen, eh bien, par exemple, depuis 2012, l'Union européenne conditionne l'attribution de ces aides et de ces financements à une politique de science ouverte et à l'ouverture de toutes les publications issues des projets qu'elle a financés. Donc, et les universités en métropole font de même de manière progressive. Donc, on est tout à fait dans cette dynamique. Cette politique à l'UNC va être lancée dès 2022, ça a déjà commencé, on vous a demandé de mettre en ligne vos publications sur un portail de sciences ouvertes qui s'appelle HAL, et je tiens à remercier notamment les services de la bibliothèque universitaire et de la communication de l'UNC qui ont fait un gros travail toute l'année 2021 pour décliner un portail HAL de l'UNC qui nous permettra de mettre en ligne nos publications et nos métadonnées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce portail HAL de l'UNC sera évidemment la vitrine et la promotion aussi des publications, mais aussi de nos activités de recherche. Je vous rappelle par ailleurs au passage, c'est pour ça que c'est en rouge, et c'est une décision de la mandature précédente que nous allons mettre en œuvre parce que nous la partageons, il sera important pour l'attribution des moyens aux laboratoires d'avoir fait un recensement officiel via ce portail HAL. Autre grand chantier, deuxième point ici, ce sera la refonte de notre politique incitative de la recherche avec la création d'un groupe de travail dont la première réunion a eu lieu en fin d'année dernière, qui va nous permettre d'essayer d'homogénéiser les critères d'attribution de moyens, discipline par discipline, de prendre en compte les spécificités, de diversifier les publications prises en compte, etc. Tout cela nous permettra, nous l'espérons, de renforcer la promotion de nos travaux, de promouvoir nos compétences, mais aussi nos infrastructures. Et nous espérons développer plus d'outils comme des petites capsules vidéo qui pourraient mettre en avant non seulement nos infrastructures, comme à l'instar de ce que nous avons fait l'année dernière pour la Nuit de la Science, pour la plateforme de microscopie électronique, mais aussi pour nos grands projets, à l'instar de ce que nous avons fait, pour n'en citer qu'un, pour le projet FALA. 2022 sera également caractérisé par la mise en place d'un comité d'éthique, mais je reviendrai vers vous de la recherche lorsque nous travaillerons sur ce dossier-là. Par la mise en place, en termes de lisibilité, ce sera très important de notre science, d'une charte de signature des publications communes pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Également, 2022 verra l'installation et la mise en fonction d'un centre de calcul qui hébergera notamment 2 calculateurs et un espace de stockage de données, ainsi qu'une ligne à haut débit qui permettra de renforcer les échanges de données et le travail dédié avec l'IRD. Et puis, nous travaillerons beaucoup à renforcer l'encadrement doctoral en concert avec notre responsable d'école doctorale qui vous a déjà parlé de ces grands chantiers école doctorale.
Nous espérons également en 2022 voir la reprise des colloques et des manifestations scientifiques, ce qui va de pair avec mes 3 dernières diapositives qui concernent les relations internationales de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les relations internationales. Donc, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est une île francophone immergée dans un océan anglophone et donc est un pays insulaire. Diapositive suivante. Et donc, comme dans toutes les universités, l'immersion internationale est aujourd'hui l'une des méthodes privilégiées pour développer l'ouverture d'esprit et le sens critique de ses étudiants, mais aussi de ses personnels et de renforcer son attractivité. C'est particulièrement important pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie du fait de son caractère insulaire. Et pour 2022, globalement, concernant les mobilités, eh bien, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'elles ont repris puisque nous accueillons 7 mobilités entrantes. Les étudiants sont soit arrivés, soit sur le point d'arriver. Une au second semestre, mais peut-être que ça évoluera. Nous avons également 13 mobilités sortantes, 13 étudiants de l'UNC qui sont soit déjà partis vers l'Europe, soit en cours de partance. Et puis, certains d'entre eux vont aussi faire des e-mobilités, des cybermobilités. Ça, c'est une nouveauté du Covid, c'est-à-dire qu'ils restent ici, mais ils suivent des unités d'enseignement de l'Université d'Auckland, en l'occurrence. Au deuxième semestre, tous nos étudiants de master sciences de la durabilité vont bouger, ils vont tous partir, faire un semestre à l'étranger. C'est un diplôme international avec les mobilités obligatoires. Et puis, ce que nous aimerions beaucoup, c'est une reprise des mobilités des personnels et des enseignants-chercheurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, pourquoi cette reprise des mobilités de nos personnels et des enseignants-chercheurs est fondamentale? Eh bien, parce que certains de nos projets, et c'est le cas par exemple du projet FALA, c'est le cas du projet de développement durable de l'International Training Network, de développement durable du Pacifique, qui nécessitent des échanges d'étudiants, mais aussi des échanges d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dans la zone. Et ça, c'est indispensable. Et nous profiterons également de cette année pour reprendre nos travaux avec nos partenaires internationaux de la région, agrandir notre réseau et le renforcer. Et vraiment, nous, ce que nous aimerions avec l'ensemble de mes collègues de la DARED, c'est de travailler tous ensemble avec les laboratoires de recherche à un meilleur adossement en termes de recherche et de relations internationales, en renforçant nos liens avec le PIUN, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on va vous proposer pour ça une cartographie des partenariats qui nous semblent, en termes de cibles, les plus stratégiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je passe la parole à Cyril Marchand, premier vice-président du conseil d'administration. Merci Catherine. Mesdames, Messieurs, je vais donc essayer d'être bref et concis. Afin de poursuivre notre engagement dans les missions confiées à l'université par l'accord de Nouméa, nous souhaitons renforcer encore davantage le rôle de l'université en tant que levier majeur du développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Cela passe notamment par une concertation permanente avec les collectivités et les entreprises afin de répondre à nos besoins mutuels, développer plus de formations professionnalisantes et soutenir la création d'entreprises innovantes. La co-construction avec nos partenaires sera un élément clé de notre réussite et cela passera notamment par le développement du club entreprise. Le club entreprise qui est un espace d'échange entre l'université et les entreprises du territoire. Nous avons différentes façons de collaborer avec les entreprises. Cela peut passer par le biais de la formation continue pour les collaborateurs des entreprises. Donc nous sommes habitués à monter des diplômes universitaires, plusieurs centaines d'heures sur plusieurs mois encadrés par des enseignants de l'université. On peut aussi proposer des 3e années de licence professionnalisante. On l'a fait récemment, on le fait toujours. On a une licence qui s'appelle métier de l'informatique. On peut également proposer de la recherche fondamentale ou appliquée aux entreprises. La recherche fondamentale, notre spécificité concerne l'impact des activités anthropiques sur les écosystèmes naturels de la Nouvelle-Calédonie. Mais on peut également développer de l'instrumentation grâce à nos ingénieurs, à nos enseignants-chercheurs en informatique et mathématiques, spécialistes d'intelligence artificielle. Nous réalisons également des prestations grâce à notre laboratoire de recherche ISEA, basé au sein du bâtiment Sigma, des analyses de qualité de l'eau ou bien de qualité du sol. On a également, grâce au CRESICA, un laboratoire de microscopie électronique qui nous permet de déterminer l'amiante dans l'environnement. Nous pouvons aussi accueillir certaines entreprises, notamment des startups, des entreprises innovantes, sur des projets partagés. Nous n'accueillons pas n'importe quelle start-up, il faut que ça ait un lien, que leurs activités aient un lien avec nos projets de recherche. Donc on le fait actuellement pour 3 entreprises. L'entreprise NC Bioressources, qui a été lauréat du PIA Territoire d'innovation et qui travaille sur la valorisation des molécules
d'intérêt issus de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie. Nous travaillons avec l'entreprise L2K sur des marinas connectés et avec l'entreprise Aura Pacifica pour de la revitalisation des sols par les souches microbiennes. Il faut savoir que les gérants des entreprises NC Bioressources et Aura Pacifica sont des anciens étudiants de l'université. Donc on incite nos étudiants à pousser leurs projets jusqu'au bout et s'ils le font, nous serons potentiellement en capacité de les accueillir comme nous l'avons fait pour ces entreprises. Le lien avec les entreprises peut se faire également par le Fab Lab, un atelier de construction. Nous avons une première phase de développement du Fab Lab. Donc un Fab Lab, ça contient des imprimantes 3D, de la découpe laser. Ça permet, grâce à des outils numériques, de créer différents types d'objets. Donc on a une première phase de Fab Lab, et là le Fab Lab va emménager dans un espace plus grand qui nous permettra d'accueillir potentiellement des entreprises, des associations, accueillir des personnels en dehors de l'université. Nous avons également une fondation d'entreprise. Cette fondation fonctionne très bien et je tiens à remercier les différents mécènes, des mécènes historiques depuis 2016, notamment l'EPT, Boostscope, et les nouvelles entreprises nous rejoignent cette année, des filiales de Vinci Technologies, CGLEC, Fibrelec, mais également Lagoon. Les financements de ces mécènes nous permettent de réaliser des opérations de recherche. Là, je pense à un projet qui concerne la dépuration des eaux usées par les halophytes, mais également nous permettent d'organiser des événements sur le campus, nous permettent de faciliter la vie étudiante. Yvon en a parlé tout à l'heure avec l'épicerie solidaire portée par Brigitte Gustin. Dans une période où nous avons besoin de multiplier nos ressources de financement, le lien avec les entreprises est vraiment une chose importante pour nous. Et là, je tiens à remercier également les services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie qui ont permis à ce mécénat d'exister depuis 2016 sur le territoire. Et depuis l'an passé, le dispositif dont Catherine a parlé, le crédit impôt recherche innovation, qui permet aux entreprises de défiscaliser une partie du salaire qu'ils donnent à des étudiants en thèse et qui permet aussi à des jeunes entreprises qui recruteraient des doctorants de défiscaliser 200% de leur salaire. Donc ça incite les jeunes à réaliser une thèse et ensuite ça incite les entreprises à recruter ces jeunes docteurs. Le diplôme de doctorat qui devrait être reconnu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui ne l'est pas encore. J'espère que les discussions aboutiront, que les jeunes docteurs soient rémunérés à la hauteur de la qualité de leur travail. Nous avons des partenariats également avec les clusters, avec les chambres consulaires. Catherine vous a parlé du projet Triade, dans lequel sont impliquées la Chambre d'agriculture, mais également la CCI. Nous organisons des événements avec les clusters également, DigiNova, avec le cluster Open, le cluster numérique. Nous avons également participé au Océan Hackathon, qui était porté par le cluster maritime. Donc ça, c'est important. Ça permet d'animer la vie autour de cette recherche appliquée, autour de l'innovation, des événements où l'université, des entreprises, des associations, des clusters se regroupent. En 2022, nous allons porter une réflexion sur le développement d'un pôle universitaire d'innovation. Actuellement, l'innovation est surtout portée par l'ADECAD, le pôle d'innovation de l'ADECAD, qui gère tout type d'innovation. Nous aimerions être en capacité d'accueillir plus d'entreprises qui ont un lien avec notre activité de recherche, pour pouvoir décliner un continuum entre recherche fondamentale, recherche appliquée, et puis ensuite innovation, valorisation et transfert. Ce continuum n'est pas encore suffisamment développé sur le territoire. Donc nous souhaitons nous positionner sur ce pôle universitaire d'innovation, ce qui permettrait de renforcer le rôle de l'université en tant que levier majeur du développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons également un pôle pépite. Un pôle pépite, c'est un pôle pour l'entrepreneuriat étudiant. Donc, tous les jeunes qui ont un baccalauréat ne sont pas besoin forcément d'être inscrits à l'université. Ils peuvent être dans un lycée ou bien avoir déjà terminé leurs études. Nous pouvons les accueillir au sein de ces pôles pépites, les encadrer dans leurs projets pour créer leur entreprise. Donc nous promotons un développement de la culture entrepreneuriale, nous leur diffusons les bonnes pratiques, nous proposons un double accompagnement, à la fois par un tuteur pédagogique, mais également par un tuteur du monde socio-économique. Et puis nous avons un espace de coworking à leur proposer. L'an passé, il me semble que nous avions 15 jeunes qui étaient dans ce dispositif de pôle pépite pour l'entrepreneuriat étudiant. L'an prochain, dès maintenant, on va dire, vont démarrer les travaux de construction de l'extension du pôle pépite pour pouvoir accueillir encore plus d'étudiants. Donc, avec une livraison fin 2023, un budget de 83 millions de francs sur les contrats de développement État Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne également les bâtiments et les infrastructures, alors j'ai vu les collègues de l'IRD dans la salle, je tiens à saluer mes collègues de l'IRD.
l'IRD a bénéficié à hauteur de 1 milliard de la rénovation de son bâtiment. Nous avons obtenu un peu plus de 120 millions, mais nos bâtiments sont beaucoup plus récents que celui de l'IRD. Grâce à ce plan de relance de l'État sur la rénovation énergétique des bâtiments, nous allons pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, isoler les toits terrasses, renouveler les brasseurs d'air et installer des protections solaires pour réduire notre consommation d'électricité, mais également améliorer notre bilan énergétique et notre bilan CO2. En termes de partenariat, nous pouvons également parler du partenariat avec nos collègues du Crésicar. 9 partenaires au sein de ce Crésicar. Cette année, en 2021, a été signée une nouvelle convention, un renouvellement à l'identique de ce qui existait précédemment. Et durant les années 2022 et 2023, nos collègues du Crésicar vont travailler sur un nouveau projet, un nouveau mode de fonctionnement, de nouveaux modes de financement, mais également potentiellement réfléchir à donner une structure morale à cette entité qui permet de belles collaborations entre les différents établissements de recherche présents sur le territoire. Petit focus sur un projet partenarial du Crésicar, c'est le Vectopôle. C'est la construction d'un bâtiment, derrière le bâtiment Sigma, à quelques dizaines de mètres d'ici, pour un budget de 750 millions de francs pacifiques, également financé sur contrat de développement État Nouvelle-Calédonie, un projet en partenariat Institut Pasteur Nouvelle-Calédonie et l'université, avec 3 laboratoires de sécurité différentes, ce qu'on appelle un laboratoire P1, un P2 et un P3. Ces laboratoires permettront de travailler sur les maladies vectorielles, donc transmises par des vecteurs, notamment les moustiques, la dengue, et puis également travailler sur la leptospirose, transmise par les rats. Donc très beau projet qui a une vocation à viser plutôt régionale, car il y a très peu de ce type d'infrastructure dans la zone Indo-Pacifique, hors grand pays Australie-Nouvelle-Zélande. Et puis pour terminer, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, une petite, j'ai été très bon, une petite réflexion sur le projet, un appel à projet de l'État Excellence. Alors nous sommes une petite université, nous avons 120 enseignants-chercheurs, ce qui correspond à une grosse unité d'une université de l'Hexagone. Ce qui fait notre excellence, c'est la Calédonie, notre environnement naturel, notre biodiversité, mais également notre environnement culturel. Donc nous allons monter différents groupes de travail pour essayer de développer quelque chose qui soit vraiment en lien avec ce qui peut faire notre excellence, mais ce qui fait l'excellence de Nouvelle-Calédonie, son patrimoine culturel et son patrimoine naturel. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis spécialiste des mangroves. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une petite illustration avec le cœur de veau, qui est connu internationalement. Et puis, pour le patrimoine culturel, on a parlé des 10 ans de la décennie sur les langues. L'accord de Nouméa fait que l'université doit se concentrer sur les langues vernaculaires. Donc j'ai pris une petite phrase, ma fille Olympe est une cougnier de l'île des Pins. Et donc j'ai été chercher sur le site de l'ALK une phrase qui a été collectée par une de nos collègues de l'université. Et vraiment, je souhaite que dans cette réponse à l'appel à projet, nous puissions mettre en avant la culture kanak et la biodiversité calédonienne. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bien, bonjour à tous. Moi, je vais être très bref. Très bref. Donc, sur la partie qui me concerne, c'est le développement hors NUFI. Donc, on a vocation, évidemment, à l'université d'avoir du rayonnement et de faire de la recherche sur toute la Calédonie, aussi à Wallis-et-Futuna, puisque ça fait partie également de ce que l'on a comme mission. Donc je vais vous parler du développement à Bako, à Alifou et à Wallis-et-Futuna, et puis évidemment, c'est pour les recherches, le rayonnement, puis il y a le côté formation, parce que, comme vous le savez, avec la Calédonie, mais aussi au Wallis-et-Futuna, donc on essaie d'avoir des lieux de formation plus proches de certaines populations qui ont parfois quelques difficultés à venir sur Nouméa, même si nous sommes un petit pays. Alors très rapidement, pour les projets en cours, donc à Bako, ce qui va se faire cette année, les appels d'offres ont déjà eu lieu, voilà, les chantiers vont être lancés, donc c'est toujours dans la continuité de l'équipe précédente. Donc on aura l'agrandissement d'un laboratoire à côté de ce qui existe déjà, donc c'est la partie en jaune sur le diapositive. Donc l'idée c'est de pouvoir accueillir plus de chercheurs sur place et nombreux à l'université, à l'IRD, d'autres du Crésicar, faire des recherches évidemment là-bas. Donc
l'idée c'est d'avoir une salle dédiée et aussi de pouvoir offrir pour les nouvelles formations qui vont venir des formations sciences exactes à bas coût et donc avoir les infrastructures pour. À Koné, donc Madame Chomron connaît bien le sujet. Donc nous, on a évidemment sur place pas encore toutes les infrastructures que l'on a sur nos villes. Donc on a ce qui va aussi être fait cette année, c'est le projet de rénovation d'une base vie qui existe déjà. Donc on a la volonté de faire quelque chose qui puisse être livré cette année. On a déjà les fonds de l'État, mais la Nouvelle-Calédonie est également engagée sur ce sujet. Donc c'est la maison de l'étudiant qui va suivre ce dossier. Nous, on y est parce que l'État a souhaité que nous soyons également dans le groupe pour pouvoir porter le projet. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme à Nouville des animations et aussi tous les services qui vont avec, que ce soit médical, assistance sociale ou autre. Alors, rapidement sur les deux autres sites. Alors, sur ce qui a été sur lequel nous sommes engagés, l'université est engagée dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. Donc, il y a ce qui est prévu à l'IFU, donc un centre de recherche à Nacho, qui serait relié à côté d'un centre de recherche qui existe déjà. Donc, ce projet-là, on a pris un peu de retard. Donc, voilà, après, le retard aussi, on peut aussi le valoriser pour essayer peut-être d'ajuster certaines choses. Donc là, les financements, on les a, mais voilà, la mise en place est un peu plus longue. Donc l'idée, c'est d'avoir un centre de recherche avec des bureaux et donc tout ça de travail donc, pour pouvoir avoir de laboratoire pour l'instant qui serait SHS. Pour Wallis et Futuna, donc il y a une médiathèque déjà sur place, donc c'est une antenne ancienne que tout le monde connaît, j'imagine. Donc, du coup, là, c'est pareil, c'est toujours dans la continuité. Donc, ce qui a été fait, il y a eu une salle de e-learning, de formation à distance qui a été réalisée. Et donc, les collègues, que ce soit de l'IUT ou de l'INSPE, ont déjà fait des formations à distance ou vont le faire pour l'INSPE, des formations à distance avec les étudiants à Wallis et Futuna. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer. Après, nous, on est entré effectivement en fonction avec le deuxième confinement en plein dedans. Donc, du coup, on n'a pas pu encore se rendre sur place. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de nous rendre sur place et d'essayer de répondre au mieux aux volontés des uns et des autres et de voir ce qu'on peut réaliser. Voilà. Madame la Présidente, j'ai tout prêt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, premièrement, 2021 fut marqué par les confinements chez les étudiants. La continuité pédagogique fut certes compliquée, mais en tant que porte-parole des étudiants, je remercie nos professeurs pour leur adaptabilité et de nous avoir fourni une continuité pédagogique de qualité. Ensuite, premièrement, pour cette année 2022, pour cette rentrée 2022, l'inquiétude chez les étudiants demeurait au sujet de la modalité de reprise des cours dans le contexte épidémiologique actuel. Donc les étudiants sont vraiment ravis de pouvoir faire leur rentrée 2022 en présentiel, car c'est très important pour la motivation et aussi pour une dynamique collective, et notamment pour les étudiants qui vont rentrer en première année, qui eux vont avoir besoin de créer cette dynamique collective, notamment au travers de leur semaine de pré-rentrée qui se déroulera la semaine prochaine. Ensuite, les étudiants ambassadeurs de l'université, qui sont des étudiants bénévoles et volontaires, qui sont mobilisés activement en ce moment sur l'organisation de la pré-rentrée des premières années la semaine prochaine et qui encadreront des ateliers dans le cadre de cette pré-rentrée afin que les premières années puissent rentrer dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, nouveauté pour 2022, c'est l'apparition du tutorat des étudiants en SVT qui pour l'instant est à petite échelle et concerne uniquement la promotion SVT. Cependant, l'idée c'est de voir si ça marche, et si ça marche, nous espérons vraiment pouvoir l'étendre aux autres filières des autres départements. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2022 et merci pour votre écoute. Un grand merci à Mathilda. C'est pas facile les prises de parole, quel que soit son âge, son expérience, etc. Et bravo pour votre courage pour avoir dit ces quelques mots.
Les mots de Mathilda concluent cette cérémonie de rentrée solennelle. On va se quitter à ce moment-là. Ça vous a permis, je l'espère, de connaître maintenant l'intégralité, pour ceux qui ne la connaissaient pas, de la nouvelle équipe de gouvernance, de connaître aussi nos projets et ce sur quoi nous allons nous retrouver tout au long de cette année. Encore merci à vous toutes et tous d'être restés jusque-là, ceux qui sont là en présentiel et ceux qui sont là en distanciel. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une très belle année universitaire 2022.